Bonjour, c'est Stéphane d'homme-d'influence.com. Oui, ça claque ce nom, je le répète avec plaisir, homme-d'influence.com. Vous vous apprêtez à écouter l'histoire de... C'est quoi son faux prénom déjà? Je sais plus. L'histoire de ce jeune homme, de ce client qui s'est retrouvé à avoir une bizarre, une très étrange forme d'incompatibilité avec une femme. Je vous laisse découvrir laquelle. Si vous êtes malin, vous l'avez déjà vu là ou là, je sais plus, sur la vignette. Je rappelle la règle, on aime, on like, on adore, on partage et on s'abonne à la chaîne YouTube pour être le prochain à recevoir les phone coaching. Voilà. Et derrière moi, vous voyez la bibliothèque de savoir, d'où viennent les séminaires, voilà, avec des petites machines à écrire. Là. À l'ancienne. Donc, comment tu t'appelles? Donc, je te donne un faux prénom. Voilà. François. Ok. Je m'appelle François. Et François, tu es au courant que cet appel est enregistré et qu'il sera diffusé sur les réseaux sociaux de l'univers et du monde entier? Oui, je suis au courant et je suis d'accord. Vas-y François. L'affaire démarre il y a 3 ans. Ma mère reçoit un coup de fil d'une amie d'enfance de Buenos Aires, puisque ma mère est argentine, lui demandant de bien vouloir loger sa nièce et une amie de sa nièce qui était de passage par Paris. Donc je suis allé les chercher ma mère bien entendu a accepté. Je suis allé les chercher à la gare, on a récupéré les valises, on est monté en voiture, elles sont restées 2 semaines et puis avec la fameuse nièce en question, on ne sait plus. Il s'est rien passé à ce moment-là parce qu'elle était âge à l'époque, moi j'avais 22, elle 23, actuellement j'en ai 25 et elle 26. Ah oui, c'est du demi-ancien en fait. Oui. En effet, oui. Très bien, c'est les histoires les plus intéressantes en général. 1 an et demi après, on n'était pas très restés en contact. On s'était un petit peu écrit, mais assez peu finalement. Et en gros, 1 an et demi après, je reçois un message via Facebook me demandant de sa part, me demandant de bien vouloir la loger. Elle est une amie, elle me dit voilà, j'arrive à Paris dans 10 jours. Est-ce que tu peux me loger? Je dis oui, bien sûr. Et donc 10 jours après, elle arrive. D'ailleurs c'était le soir du séminaire Comprendre les gens. Elle arrive et puis donc retrouvailles, on s'entend bien, on boit un coup. Qui t'a plu? Et puis, pardon? Qui t'a plu? Oui. Le séminaire, tu veux dire? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis en fait, au fur et à mesure de la discussion, et puis elle est quand même restée à environ 10 jours, mais dès la première discussion, en fait, j'ai commencé à relever chez cette personne des qualités intrinsèques, on va dire, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Elle avait comme elle est psy, comme quasiment tous les Argentins, et elle est psy, elle est sortie quasiment majeure de promo, et en fait, elle a passé 4 ans à travailler en internat, comme si elle était médecin, en faisant plusieurs gardes de 24 heures par semaine. Donc ça a été assez intense, mais du coup elle était dans un environnement d'hôpital psychiatrique avec un gros bagage en psychologie. Et dès les premières conversations, on a branché tout de suite et on a pu avoir vraiment une vraie conversation, surtout que j'arrivais tout juste avec le matériau de la journée et on a pu discuter de ça. Et puis j'ai constaté qu'elle avait quand même une très grande intelligence des sentiments, on va dire. Et puis au fur et à mesure du séjour, j'ai constaté aussi une très grande délicatesse et beaucoup de générosité de sa part et tout un tas de qualités vraiment qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, elle n'est jamais entrée dans l'appartement en rentrant de ses visites de la journée. Elle est toujours rentrée avec quelque chose pour moi dans les mains en fait, dans l'appartement. Elle avait toujours un cadeau, une connerie, un magnète ou une carte postale, tu vois, mais elle avait toujours quelque chose. Très délicat, effectivement. Et ce qui s'est passé... Elle t'a pas confondu avec un hôtel. Exact. Et oui, vraiment pas du tout. Là, de ce point de vue-là, elle a été très correcte. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais plus ou moins compris qu'elle était célibataire. Et puis du coup, j'y suis allé. L'amie qui était avec elle a fini par partir de chez moi. Elle est retournée à Barcelone, je sais plus où. Et puis donc... C'est l'auberge espagnole ton truc, quoi. Oui. Oui, parce que j'habitais dans un grand appartement et puis comme je viens d'une famille internationale, on a toujours beaucoup reçu les étrangers, particulièrement beaucoup les Argentins qui venaient de passage par Paris. Ce qui s'est passé, c'est que le premier soir où on est passé à l'acte,
En fait, donc on démarre, le truc se passe à peu près bien. Je suis désolé de rentrer dans les détails, mais ça a son importance par la suite. Et il y a un moment, en fait, où elle m'arrête, elle dit « Bon, ça suffit, j'en peux plus ». Elle me pousse, elle me met la main à l'entrejambe et elle me dit « Mais t'es pas venu ?» Je lui dis « Bah non ». Et là-dessus, elle a fondu en larmes et elle m'a fait toute une scène en me traitant de tous les noms, en me disant que j'étais un homo, que je l'aimais pas, que ceci, que cela. Et elle a vraiment bien insisté pour me faire comprendre qu'elle était inconsolable pendant toute la soirée. Le restant du séjour, elle s'est systématiquement refusée à moi. Systématiquement. Et on a quand même fait quelques petites choses, mais quand il s'agissait du passage à l'acte, en dehors du dernier soir, en fait, elle s'est toujours systématiquement refusée à moi. Et pendant tout le séjour, je dois dire que quand je quittais l'appartement et que j'allais faire mes trucs, quand j'allais bosser ou j'allais au conservatoire, j'étais hyper remonté, j'étais hyper mal, hyper tendu. Et quand je rentrais le soir, en fait, dès que j'arrivais, quelque chose dans son attitude faisait toujours qu'elle m'apaisait en fait tout de suite et qu'elle me calmait tout de suite et qu'elle me faisait comprendre qu'il y avait pas de lieu d'être, que je me fâche. En parallèle de ça, tout notre rapport a été extrêmement tendre et elle était vraiment tout le temps sur moi et toujours à me donner des preuves d'affection et vraiment toujours en contact physique avec moi, toujours dans mon intimité, vraiment dans mon intimité physique, quoi. Bon, 2 jours après la première nuit qu'on a passée ensemble, on est sorti dans une soirée chez des copains et en rentrant de la soirée, il lui a pris d'un coup comme ça, comme une envie de pisser, qu'elle s'est fâchée toute seule. Alors que je n'avais rien dit, rien fait, on avait quasiment pas discuté de la soirée en plus parce que je devais présenter mes copains, tout le monde l'a rencontré. Et là-dessus, donc elle s'est fâchée toute seule et elle est restée fâchée toute la soirée toute seule. Jusqu'au moment où moi aussi je me suis fâché, évidemment, et puis bon, au bout d'un moment, on a fini par se réconcilier. Je n'ai su que plus tard, en écoutant un de tes séminaires, à quoi correspondait ce type d'attitude. Bref. C'est-à-dire donc, de ce que je suppose, dont je suppose que ça correspondait à quelque chose concernant son agenda, ou une attente particulière, pardon. Ton interprétation est de ce que j'avais écouté dans l'agenda, c'était quelque chose concernant son agenda, comme quelque chose qu'elle attendait, ou un événement spécial où elle aurait attendu une attitude particulière, et finalement il y a quelque chose qui l'énerve parce qu'elle ne trouve pas son compte dans mon attitude. J'imagine que c'est ça, je ne sais, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour le dire factuellement, elle s'est fâchée toute seule un soir. Elle s'est fâchée toute seule. On a fini par se rabibocher, évidemment, et puis bon, tout le restant du séjour s'est passé, comme je t'ai dit, de façon très très tendre et avec toujours le fait qu'elle se refusait. Elle est repartie. La veille de son départ, elle a quand même passé la nuit entière à pleurer, et puis... J'ai pas compris, vous avez eu combien de rapports sexuels ? On a eu, à Paris, 2 rapports sexuels. La première nuit et la dernière, c'est tout. Alors, tu m'as raconté la première, donc je suis obligé de te demander de me raconter la dernière. La dernière, eh bien, écoute, ça n'avait rien d'extraordinaire non plus. On l'a fait, c'était agréable, j'imagine, mais ça n'avait rien d'extraordinaire non plus. Après ça, elle est repartie, et puis comme je te dis, la veille du départ, ça a été vraiment un moment très émouvant, et puis elle a vraiment pleuré toute la nuit. Après ça, en fait, la narration s'étend sur un an. Pour le faire court, on a été en contact. Pas trop, jusqu'au moment où je me suis dégoté un smartphone, et là je suis passé sur WhatsApp, et là on a commencé à discuter, à s'envoyer des messages vraiment très régulièrement, à se téléphoner. J'ai déménagé de Paris à Boston. J'ai oublié de te dire, bien évidemment, qu'elle rêve de venir habiter à Paris, et qu'elle rêve absolument de la France, elle rêve absolument de Paris et tout ça. Entre-temps, donc, j'ai déménagé à Boston, et on a commencé à être très en contact et très proche à travers le téléphone. Et puis comme j'avais suivi le séminaire Connexion, en fait,
toutes les fois qu'on se téléphonait, toutes les fois qu'on se parlait, et que je relevais quelque chose de sa personnalité qui me plaisait, et que je relevais des particularités et vraiment des qualités qui me plaisaient chez elle, en fait, à chaque fois, je le lui disais, et à chaque fois, je justifiais, en fait, à chaque coup de téléphone, je justifiais de mon attachement, et je justifiais en quelque sorte de cette situation à distance dans laquelle nous n'étions ni en couple, ni dans laquelle nous étions proches et extrêmement connectés, mais dans laquelle nous n'étions pas en couple, ni n'attendions rien l'un de l'autre. Et en fait, ça a fourni une colle extrêmement forte en fait dans la distance, parce que j'ai vu beaucoup de couples autour de moi à distance se séparer qui ont duré moins longtemps que ça, enfin même si nous n'étions pas en couple. Et puis au bout d'un moment, j'ai rencontré quelqu'un ici à Boston, et puis j'ai fini par prendre un petit peu mes distances, tout en continuant de penser continuant de penser à elle, jusqu'au moment où je me suis dit bon, c'est pas possible, il faut que je retourne la visite qui m'a été rendue à... Je vais aller lui rendre visite à Buenos Aires, c'est pas possible que je sois en couple avec quelqu'un ici, que je continue de penser à l'autre. Donc j'ai fini par quitter ma régulière ici, j'ai pris mon billet pour Buenos Aires et je l'ai appelé. En arrivant à Buenos Aires, là-dessus... Je fais une petite pause pour faire remarquer aux quelques chafouins qui me reprochent parfois de couper les interlocuteurs, les clients, pour les recentrer ou pour les déplacer ou pour leur poser des questions précises, je leur fais la démonstration de ce qui se passe quand je ne coupe pas. Et quand je ne coupe pas, c'est très long, il n'y a pas une bonne hiérarchisation des informations, mais je veux leur montrer en fait ce qui se passe quand je ne coupe pas. Donc je ne continue à pas te couper, ceci étant dit, je t'ai coupé, mais continue, tu ne seras plus coupé. Ok. J'arrive à Buenos Aires, en fait là-dessus elle m'a pas laissé loger chez elle, je vais essayer d'être un peu plus synthétique. Elle m'a pas laissé loger chez elle, et puis j'ai eu du mal à la téléphoner, puis même à distance j'avais eu quand même beaucoup l'intuition qu'elle prenait ses distances vis-à-vis de moi et qu'elle était pas très contente que je vienne la voir. Elle m'a pas laissé dormir chez elle, il y a une deuxième fois où en fait j'ai fini par dormir chez elle, et là-dessus elle s'est refusée à moi. J'ai fini par péter un câble en lui disant bon écoute, de toute façon ça sert à rien qu'on se voit, donc je suis parti le lendemain sans me retourner, et puis on a été une semaine sur les 15 jours où j'étais à Buenos Aires où on s'est pas parlé, et puis finalement évidemment j'ai fini par la rappeler, on s'est vus, et puis on a fini par coucher ensemble, et là ça a été vraiment une étoile de mer. J'ai passé vraiment un très très sale moment quand on a eu le rapport. Même si à côté tout se passait comme toujours en fait, elle était toujours très, très tendre et très, très gentille avec moi. Et puis en revenant ici, le dernier truc qu'on a au téléphone maintenant, elle commence à me sortir, le dernier truc qu'elle m'a sorti au téléphone, elle commence à me sortir, t'imagines comment ce serait si on habitait ensemble, et si on était ensemble je pourrais être enfin libre. Alors que du moment où je suis rentré, où on s'est téléphoné quand je suis rentré, et du dernier coup de fil, il y a quand même eu 2 semaines de silence absolu où moi j'ai pas cherché à la joindre. Donc j'ai fini par me poser la question si de toute façon c'est évident que je me fais balader. Comment est-ce que je pourrais formuler ma question ? La question c'est qu'est-ce qu'elle veut en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire si on pouvait vivre ensemble, je me sentirais libre ? Et oui, qu'est-ce qu'elle veut en fait, et où est-ce que tout ça va en fait ? C'est quoi probablement son plan à long placement, on va dire, d'ici 1 an quoi ? Parce que actuellement elle va finir par partir vivre à Paris. Je comprends pas ce qu'elle attend de moi. Je comprends pas comment c'est possible que j'ai la disponibilité, la connexion et l'intimité, et que j'ai pas de désir non plus. Je comprends pas. Est-ce que tu peux me dire quelque chose ? Voilà, donc vous voyez comment c'est quand quand je n'aide pas l'interlocuteur à centrer son enjeu. On ne comprend pas en fait ce qui est en jeu, et la preuve, c'est la difficulté que tu as à formuler ta question à la fin. Oui. Question d'ailleurs qu'on n'a même pas très très bien compris, puisque tu termines par est-ce que tu peux me dire quelque chose ? Mais quelque chose sur quoi ? Tu ne penses quand même pas que je vais te traduire, te décoder, te raconter de nouveau toute l'histoire
depuis que tu nous racontes depuis un quart d'heure. Depuis 16 minutes 15, je vais quand même pas te la recoder à l'envers de son point de vue. Donc, tu dois mieux formuler ta question. Je montre l'impasse dans laquelle on est quand on n'aide pas l'interlocuteur à concevoir, à synthétiser, à articuler sa pensée. Donc la prochaine fois, vous arrêterez de me faire chier quand je l'interromps. Je l'interromps pour son bien, pour le mien et pour le vôtre. Parce que quand je l'interromps pas, ça fait ça. Voilà. Donc, quelle est ta question ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Rien. Aujourd'hui, rien. Du tout. Et alors pourquoi est-ce qu'elle continue de souffler sur les braises ? À quel moment exactement elle a soufflé sur quoi que ce soit ? Quand elle continue de m'appeler en fait. Elle continue de m'appeler et qu'elle commence à me faire tout un cinéma sentimental. Ce cinéma sentimental, tu parles de quelle période exactement ? Après le deuxième, après l'étoile de mer ? Oui. Oui. Ce cinéma sentimental, ça consistait à dire quoi ? Donne-moi des morceaux de phrases. Bah, les morceaux de phrases, c'est de toute façon, je suis la femme de ta vie. C'est t'imagines comment ce serait si on habitait ensemble. Si on habitait ensemble, je pourrais être enfin libre. Je suis sûr qu'on s'entendrait très bien. Si on habitait ensemble, je pourrais être enfin libre. D'accord, beau syllogisme, bel oxymore. 9 sur 10. Ouais. Si on habitait ensemble, je pourrais être enfin libre. Donc je serais plus libre à habiter avec toi que sans habiter avec toi, sachant que déjà quand il y a 5000 km entre nous, ou plus que 5000 d'ailleurs, quand il y a 8000 km entre nous, déjà tu ne me manques pas suffisamment pour que je t'invite chez moi et je te fais dormir à l'hôtel. Ouais. Moi je pense que l'hypothèse la plus probable, et évidemment les histoires vintage sont intéressantes, mais il est toujours plus difficile de faire des hypothèses dessus parce que forcément, il y a une réinterprétation de ton côté avec le temps et puis de toute façon, on n'aura jamais la réponse de la personne. Mais grosso modo, l'hypothèse la plus probable, le faisceau convergent d'hypothèses, à mon avis, c'est que vous faites partie de ces couples pas très nombreux qui êtes fondamentalement incompatibles sexuellement. Puisque l'arête... Le point de non-retour de votre histoire, l'arête à angle aigu de votre histoire, c'est votre première nuit en fait. C'est de là que le ressort est grippé. Oui, d'accord. C'est marrant parce que j'avais du mal à y croire en fait. Enfin, j'ai du mal à y croire. Comme à chaque fois, elle m'a sorti. De toute façon, on n'est pas très. Enfin, c'est quelque chose qu'elle m'a répété de long en large et en travers toutes les fois où j'ai voulu aller vers elle. C'est quelque chose que j'avais du mal à croire en fait et du mal à envisager puisque, enfin, a priori pour moi, enfin, je pensais que les choses allaient s'améliorer en fait si on remettait le couvert. Les choses allaient s'améliorer. Il y a des premières fois améliorables et il y a des premières fois catastrophiques et qui sont un petit peu la révélation d'une incompatibilité. Et là, de ce que tu me racontes de vos trois nuits ou jours ou rapports ou je sais pas quoi, ils donnent vraiment l'impression de la démonstration indubitable d'une énorme incompatibilité sexuelle. Oui. Oui. Ce qui peut arriver, hein, c'est rare, mais il y a effectivement des cas d'incompatibilité sexuelle. On pourrait le détailler, je ne sais pas si c'est exactement ici le moment et si c'est nécessaire. En tout cas, vous semblez complètement incompatible sexuellement. Et vous avez quand même, on va dire, remis le couvert 2 fois. Ok. Donc manifestement cette incompatibilité sexuelle l'a beaucoup heurté, l'a beaucoup blessé, l'a beaucoup déçu. Et après tout n'est que rabibochage, réécriture et boîte à couture. Ok. Mais manifestement il y a quelque chose que tu dois... enfin le moment clé, hein, le tournant, je me répète, mais c'est cette fameuse nuit en fait, il n'y en a pas d'autre. Alors je sais pas si c'était une nuit, une soirée, une après-midi ou je sais pas quoi. Mais manifestement, la crise de... Enfin,
sans accuser aucun de vous, parce que ça n'aurait pas de sens et ça ne changerait rien à une situation qui, de surcroît, a maintenant 2 ou 3 ans, mais Oui. une personne qui sort de la fusion physique, qui se relève, qui te met la main au paquet et qui te pose noir sur blanc, comme si elle te proposait un contrat, la question est-ce que tu as joui, et qui monte en épingle ta réponse, ça peut vouloir dire plusieurs choses, certes, mais chacune de ces choses est mauvaise. Ouais. Ça peut vouloir dire que tu t'y prends comme un manche, mais si c'était le cas, je pense que tu en serais déjà informé par tes autres histoires. Oui, ce qui est très loin d'être le cas en fait. Voilà. Je ne veux pas jouer les vantards, mais je suis quelqu'un d'habile. Si ça s'était produit au moins 2 fois, on aurait une mini récurrence. Mais est-ce que tu me confirmes que c'est l'unique fois où ça s'est produit C'est la seule femme que je n'ai pas su faire jouir de ma vie. Je n'en parle 10 ans. Bah, écoute, manifestement, de récurrence, on l'oublie. Et si on raisonne en termes, encore une fois, de faisceau de convergence et de plus grande probabilité, la plus grande probabilité est qu'elle ait une forme de connexion sexuelle à elle-même très étrange. Un petit peu comme ces femmes qui ont trouvé leur entrejambe, mais qui n'ont jamais finalement trouvé la clé d'entrée à leur cerveau, à leur esprit. Et il y a donc cette espèce de dissonance entre le fait de les prendre et le fait de les comprendre. C'est très juste. Et dans ce cas-là, malheureusement, soit c'est un puzzle et une énigme qu'elle se propose que vous résolviez ensemble, soit elle bug, la dissonance est trop forte, trop brutale, trop abrupte, trop soudaine, et elle bug. Et manifestement, elle a bugué, parce que ça... Enfin, soyons sérieux, sa réaction et cette espèce de... On va dire de façon un peu incongrue d'écourter les ébats avec une question... J'essaie de ne pas la blâmer parce qu'on va me dire que finalement je suis assez prévisible et que je mets toujours la faute du côté de F. Mais en l'occurrence, on va dire que pour essayer d'équilibrer un peu les choses, c'était un rapport plus qu'insatisfaisant des deux côtés. Oui. Mais la façon d'en sortir est objectivement très étrange. Voilà. Donc elle a manifestement pas une très grande connexion sexuelle à elle-même. C'est manifestement un univers où une disponibilité, une sensibilité, c'est quelque chose qui ne la... On va dire, comment dire ça, qui ne la passionne pas, qui la laisse extérieure. Elle semble un petit peu locataire de sa sexualité et pas propriétaire de sa sexualité. Et peut-être, encore une fois c'est une hypothèse, peut-être qu'elle a consenti un peu à cette nuit, finalement, comme une soumission volontaire et temporaire, en se disant que finalement tu t'en lasserais aussi vite qu'elle, et que vous pourriez passer à autre chose, sachant que ce cap symbolique serait franchi. Le problème, c'est que comme elle devait te plaire, tu ne t'en es pas lassé aussi vite, et que tu as donc cherché à construire une connexion sexuelle avec une personne qui, manifestement, encore une fois, si on raisonne au plus probable, semble être un petit peu frigide quand même. Oui, peut-être. Je l'ignore parce que quand elle m'a parlé d'autres de ses amants, elle avait l'air de dire que ça marchait mieux avec d'autres. Hein. Bah, c'est ce que je dis, à la limite, en dernière... Excuse-moi, attends, faut que je coupe mon téléphone. Attends, 2 secondes. Oui, je t'en prie. Allô ? Oui, Émilie, je finis une consultation et je te reprends dans 10 minutes, promis. À tout de suite. Pardon, autre cliente. Donc voilà, manifestement, c'est du temps perdu et peine perdue de chercher qui blâmer en premier. On n'en sait rien, on ne le sait pas et à la limite peu importe. Vous êtes incompatibles sexuellement. Vous n'avez pas, et donc je blâme les deux à égalité. Vous n'avez pas réussi à surmonter cette incompatibilité.
Tu n'as pas réussi à lui donner envie de la surmonter, elle n'a pas réussi à te donner envie de la surmonter. Oui. Et c'est resté comme une verrue, c'est pire qu'une verrue, c'est resté comme une plaie ouverte durant tout le reste de votre relation, et simplement votre relation a eu beaucoup de parlotte, et finalement l'intimité physique a toujours été esquivée par peur de réactiver ce premier souvenir douloureux, voilà. En effet. Est-ce que vous étiez, on va dire, excité au même niveau? Est-ce que tu n'étais pas par hasard un petit peu plus qu'elle? Est-ce qu'elle n'était pas par hasard un petit peu plus lente à monter en température? Peut-être. Mais à la limite, peu importe, puisqu'il arrive plein de fois dans un couple qui, lui, a une connexion sexuelle honorable, il arrive plein de fois que l'un ou l'autre ait plus envie. Oui. Et à la limite, c'est presque une forme d'intelligence affective que de savoir un petit peu se donner envie à soi-même. Hein, les deux, de la même façon que les deux amants sont jamais au même niveau d'intérêt, CF la phrase de Moravia, Oui. les deux amants sont jamais au même niveau de désir, exactement. Et l'intelligence d'un couple, c'est de savoir se donner quand l'autre en a très envie, tu vois, sans le repousser sans cesse, sans attendre que toutes les étoiles soient systématiquement alignées. Puisque les étoiles sont finalement très rarement alignées. Enfin, dans une rencontre, je sais pas, sur une rencontre de 3 ans, par exemple, je pense être durée arbitrairement, les étoiles sont parfaitement alignées maximum 5 à 10 fois, maximum. Le reste du temps, il y a toujours un déséquilibre de désir, toujours. Oui. Et l'intelligence affective et amoureuse et sexuelle d'une femme est d'arriver à donner du plaisir à l'homme quand elle n'est pas au sommet du firmament de sa libido. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a un visage, des mains et d'autres parties de son corps. Et vice-versa, un homme doit également savoir donner du plaisir à une femme quand il n'est pas au pic du sommet de sa libido absolue et quand il est fatigué. C'est pour ça qu'il a également un visage et des mains et d'autres parties de son corps. Donc manifestement, c'est un objectif inatteignable. C'est peut-être de sa faute, peut-être de ta faute, peut-être de la faute des deux, on s'en fout. Mais tout s'est décristallisé, tout s'est décomposé de cette première nuit. Après, ça n'est allé que de pire en pire, quoi. Que de Carrie en Scylla. Je ne voudrais pas la blesser, mais que me conseilles-tu de faire? Parce qu'elle m'a quand même... à Buenos Aires, il y a quand même eu un moment où elle a voulu me négocier une relation platonique, on va dire. Maintenant que tu me présentes les choses sous cet aspect, j'étais assez remonté contre elle et je me rends compte que finalement, elle n'est finalement pas à blâmer. Donc probablement, effectivement, est-ce que je peux la passer en friend zone ou est-ce que c'est la meilleure solution pour moi, quoi, et pour elle? Au vu de la largeur de cette espèce de cicatrice non refermée, et au vu du fait que la situation s'est reproduite 2 fois et que par 2 fois ça a été décevant et que vous n'êtes toujours pas arrivé à vous retrouver sur ce terrain-là, au vu de l'aigreur de ses sentiments, au vu qu'elle t'a pas accueilli lors de ton voyage, t'as pris l'avion pendant 10 heures pour dormir à l'hôtel, je cherche toujours la bonne raison de maintenir cette espèce de demi-fausse amitié, quoi. Je n'en vois pas vraiment, en fait. Tu vas gagner quoi à ça? Oui, je comprends. Non, je n'y gagne rien. Je n'y gagne rien, hormis le fait de ne pas me montrer blessant et méchant, quoi. Mais bon, dans l'absolu... Là, l'unique façon, mais c'est trop tard maintenant, l'unique façon, éventuellement, et encore avec des paris complètement arbitraires et improbables, on peut-être peut s'autoriser à penser qu'éventuellement on eût pu rattraper le truc entre la première et la seconde fois, en ayant mais en fait c'est de la théorie parce qu'en pratique ça ne marche quasiment jamais, elles sont très très mal à l'aise de verbaliser ça, en verbalisant doucement, tendrement, mais par contre clairement ce qui a manqué la première fois.
Mais Oui, c'est un vœu pieux, hein, parce que ça ne marche quasiment jamais en réalité. Comme dit Grégoire Lacroix, elle parle tout le temps de communication quand il n'y a plus rien à se dire, et oui, elle te demande toujours de leur expliquer très clairement les choses jusqu'au moment où tu le fais. Et puis quand tu le fais, ça pleure, ça hurle ou ça contredit. En général, dans l'ordre contraire. Ça contredit d'abord, ça hurle ensuite, après ça pleure. Tu vois. après ça part, ouais, bien sûr. Donc tu lui aurais expliqué effectivement ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire ma très chère et tendre, je sais pas quoi, Luciana, ou peu importe comment elle s'appelle, euh, il est évident, et on va même pas se faire l'affront de le nier, il est évident qu'on s'attendait tous les deux à mieux pour cette nuit-là. J'ai pas su entendre, et j'ai pas su décoder, et j'ai pas su interpréter ce dont tu avais envie de ma part. J'ai peut-être tapé à côté, dit vulgairement. Manifestement, c'est également ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que tu n'as pas su de la même façon décoder, entendre, interpréter ou deviner ce que moi j'attendais. Sur quel mode tu veux qu'on s'échange, tu veux qu'on échange ces sentiments et cette information et cette sensibilité? Et est-ce qu'on se le dit? Est-ce qu'on se le chante? Est-ce qu'on se l'écrit? Est-ce qu'on se le fait deviner? Est-ce qu'on se le fait par énigme? Est-ce qu'on se le fait par photo? Est-ce qu'on se le fait par... tu vois? Trouver un canal, une médiation par laquelle communiquer ses désirs, qui est en général jamais le verbe, parce que ça passe très mal à l'oral. En général, ça peut être l'écrit, ça peut être, tu vois, ça peut être des scénarios, des photos, de l'écrit, du texte. Ça, éventuellement, il y avait 5 ou 10% de chances que ça rattrape le truc. Malheureusement, vous vous êtes enferré 2 fois dans des rapports, enfin 2 plus 1 égale 3, donc 2 fois successives, dans des rapports dont tu as toi-même dit, et on entendait même au ton de ta voix que tu le soulignais, tu le stabilo-bossais, comme on dit, à quel point c'était systématiquement décevant, et à quel point votre langage sexuel était totalement une langue étrangère l'un pour l'autre, quoi. Oui, ouais, vraiment. Au bout de la 3e fois que la première expression que tu emploies, c'est j'ai eu l'impression d'avoir dans les bras une étoile de mer flasque, c'est le signe d'un échec quand même plus que cuisant. Qui l'a blessé dans son ego, qui l'a blessé dans sa féminité, qui l'a blessé sur tellement de plans qu'aujourd'hui il me paraît bien naïf d'arriver avec des propositions de friendzone. Et, et à ce moment-là, puisque la situation est sans issue, et j'aimerais comprendre pourquoi ne rompt-elle pas le contact avec moi? Parce qu'elles le font jamais. D'accord. Ok. Elles le font jamais. C'est tout. Une fille rompt très rarement le contact avec quelqu'un avec qui elle a couché, sauf si il lui fait des affronts répétés. Et en l'occurrence, comme tu ne l'as pas fait d'affront, elle rompt pas le contact. Ok. Voilà, ça me paraît aussi simple que ça, et tout le reste ne serait que présomption et conjecture. Mhm, mhm. C'est clair pour moi. C'est clair pour moi. Autre chose? Merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Stéphane. Eh ben écoute, de rien. Est-ce que tu es VIP? Non. Bah, tu sais que si tu l'étais, on pourrait faire des phone coaching comme ça tout le temps. Il y a que je paye actuellement ma scolarité aux États-Unis et que j'ai du mal à mettre du beurre dans les épinards. Donc j'aimerais être VIP, mais c'est pas pour le moment, quoi. Bah, comme dirait Marie-Antoinette, quand tu peux pas mettre de beurre, mets du sel. Ouais. Ok. Salut Antoine. Salut, porte-toi bien. Merci, ciao. Ciao. J'espère que ce phone coaching t'a plu, en tout cas à moi beaucoup. Pour recevoir les prochains, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est là, ou là, enfin c'est sur le bouton abonner quoi, celui qui est rouge.